Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteur Nicole Bordelot. Bonjour Nicole, bonjour, comment Amélie. ça va? Ça va très bien, merci de cette belle invitation. Et j'aimerais ça qu'on vous présente un peu aux auditeurs partout à travers le Canada. Il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas. Alors vous êtes cofondatrice de Yoga Monde. Voilà. Vous êtes une maître en yoga. Oui. Vous avez été chroniqueuse longtemps, conférencière oui. et auteure depuis quelques années. Voilà, c'est très bien dit. Et Tout est là. On vous a connu il y a je pense il y a à peu près un an et demi à peu près avec Vivre c'est guérir. Je crois que ça fait maintenant, oui, 2 ans, un peu plus de 2 ans, Vivre c'est guérir. Parlons-en de ce livre-là. C'est votre autobiographie en fait? Oui, et c'est un livre qui ne devait pas voir le jour parce que lorsque les éditions de l'Homme m'ont approché et m'ont demandé d'écrire mon autobiographie, j'ai dit non d'emblée parce que je ne voyais pas comment je pouvais être utile. Il y en a tellement. Et bon, mon histoire, même si quand même contient des particularités en elle-même, je ne voyais pas comment je pouvais servir à travers ce livre-là. Mais ils ont été très insistants et ça a été merveilleux parce que ça a été un exercice profondément transformateur. Pour moi, j'ai écrit une première biographie de 350 pages. Ça a pris 1 an et demi, presque tous les jours d'écriture. Et avant de la publier, quelques jours avant de publier, je suis entrée en méditation, qui est ma pratique régulière et quotidienne, et j'ai senti à l'intérieur de moi que ce n'était pas le livre à publier. Ah non? Non. Alors, j'ai téléphoné à mon éditeur et je lui ai exprimé mon doute. Je lui ai demandé plus de temps. Je savais que je pouvais offrir quelque chose de meilleure qualité, que mon livre, mon premier, était peut-être trop anecdotique, et que si j'avais à publier une autobiographie, on s'entend, c'est une fois, il fallait vraiment que je creuse profondément et que je sois très transparente avec mon lecteur. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai jeté le manuscrit, j'ai recommencé à zéro et j'en suis très fière aujourd'hui. Mais ça doit être dur pour une auteure de prendre la décision de jeter complètement tout le travail qu'on a fait pendant des mois. Ah, mais je crois que c'est nécessaire parce que sous ce premier livre-là, Amélie, se cachait le vrai livre. Et je pense que lorsque l'on crée, peu importe ce que l'on fait, que ce soit de la cuisine, du jardinage, d'écrire un livre, il faut être vraiment rigoureux et exigeant, mais aussi avoir de la compassion envers soi et se demander, est-ce que je suis allée au bout de ma capacité d'aimer à travers cette œuvre-là, que ce soit un pâté chinois ou que ce soit un livre. Et si la réponse est non, mieux vaut recommencer. Bien entendu, il ne faut pas tomber dans un perfectionnisme à outrance, mais moi, je savais qu'il y avait des choses que je n'osais pas révéler ou que je révélais, mais dans des faux fuyants. Et je me suis dit non, il faut publier ce que le lecteur a droit de... Alors, je suis contente. On a appris beaucoup de choses sur vous. Voilà, oui! Parce que moi, je connaissais la chroniqueuse mode, je vous suivais quand j'étais plus jeune et j'adorais votre travail. Et là, j'ai appris votre parcours qui a été quand même assez chaotique. Voilà, oui, je parle de mon enfance et même avant mon enfance. Moi, je suis née dans une famille, je suis arrivée dans une famille où il y avait un énorme secret. Et je suis née une journée dans l'année à une date très spécifique qui a été marquante pour mes parents avant mon arrivée. Ça a vraiment teinté une grande partie de ma vie, mais je ne le saurais pas. Je vais découvrir la vérité et ce fameux secret-là vraiment au milieu de la trentaine. Et ça va vraiment aussi bousculer toute mon identité et qui je suis. Puis j'ai eu un parcours, c'est vrai, qui a été tortueux. J'ai traversé une dépendance à la cocaïne pendant 5 ans. Ça a été un apprentissage très dur, mais ça a été aussi pour moi une façon de connaître l'être humain que je suis et qu'étaient les autres autour de moi dans toute sa lumière et dans toute sa noirceur. C'est une grande école, je la recommande à personne, bien entendu, mais pour moi, je réalise aujourd'hui que ça faisait partie de mon chemin.
Et on apprend aussi l'acceptation de votre homosexualité aussi dans le livre. Voilà, qui est une autre partie de mon identité. Et ça, cette paix-là, avec toutes les facettes de qui nous sommes, avec nos zones d'ombre, je ne dis pas que l'homosexualité est une zone d'ombre, loin de là, mais avec toutes nos particularités, notre unicité, tout ça fait partie de ce qu'on appelle la grande guérison de l'âme. Alors, pour moi, là, ce livre-là a été une renaissance. Il m'a donné une seconde naissance. Et ce qui est beau aussi, c'est la partie où vous rencontrez l'amour de votre vie à l'âge de 36 ans. Voilà, et qui fait toujours partie de ma vie 23 ans plus tard et qui est pour moi, là, je pense que à travers une relation qui nous est donnée, peut-être avec un enfant, peut-être avec, je sais pas, ça peut être un amant, une maîtresse, ça peut être un ami, une amitié, c'est pas obligé d'être une relation amoureuse. Mais je pense que c'est à travers ces liens-là que nous, les êtres humains, on peut aller au bout de notre capacité d'aimer l'autre, mais aussi d'apprendre à s'aimer soi-même. Et pour moi, là, ça, c'est quelque chose pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante à la vie. Et vous avez appris que vous étiez atteinte d'une maladie chronique dans les années 90. Voilà, exactement. Donc ça aussi, ça fait partie de mon chemin. Et ça a été pour moi un cadeau mal emballé, mais qui m'a fait mettre de l'ordre dans mes priorités, redéfinir mon identité, faire le tri dans mes valeurs et qui m'a amené à l'énorme découverte du yoga et de la méditation qui vont être pour moi profondément transformateurs. Oui, ça a une grande place dans votre vie, hein? Ça a une place centrale dans ma vie. Le yoga, la méditation, le qigong, c'est toutes ces disciplines-là qui, à travers le corps, viennent à apaiser l'esprit. J'ai toujours eu cette quête. Moi, à 6 ans, là, je me levais très tôt le matin, 6, 7 ans, je me levais très tôt le matin et l'église était tout près de chez moi et j'allais à l'église seule le matin parce que je voyais des visages que je vois aujourd'hui qui étaient spiritualisés par la prière et par la dévotion. Mais moi, ce que je voyais en tant qu'enfant, c'était un calme profond qui n'était affiché sur aucun autre visage des adultes de mon entourage. Et j'adorais voir ces visages-là. Et plus tard, je les ai retrouvés là, à travers la pratique du yoga et de la méditation. Et comment votre entourage a vécu ça, le fait de votre autobiographie Vivre, c'est guérir? Ah, c'est une belle question. Merci. Toute personne mentionnée dans mon livre a été contactée personnellement et chaque personne, incluant ma mère, ma sœur et mon frère qui sont les membres de ma famille immédiate, puis Hélène qui est ma conjointe, puis ma belle famille, tout le monde m'a non seulement encouragée, mais portée et supportée là, bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Donc, je leur dois beaucoup. Et j'aimerais ça qu'on parle du deuxième. Oui, déjà. Ben oui. Mm-hmm. Zénitude et double expresso. Oui. Dedans, à l'intérieur, vous nous apprenez un peu à prendre du temps dans notre vie, à faire quelques petites réflexions. Oui, Zénitude et double espresso, c'est un autre cadeau de la vie. Un jour, j'étais dans un café, je prenais un double espresso. J'adore ce café-là qui est très très court, très riche, très dense, mais il faut être présente. Parce que c'est 2-3 gorgées, là. Fait que si t'es manque, c'est fini, là, l'espresso. Vous en parlez souvent, ça, de la présence, dans le moment présent. Voilà. Et puis un jour, j'étais dans un café, puis le serveur est venu me trouver, mais il dit, vous n'êtes pas la maître en yoga? J'ai dit oui, mais il dit double espresso, yoga, je vois pas vraiment le lien. Et ça a germé en moi, Amélie, cette réflexion de me dire, mais oui, ça pourrait paraître contradictoire, mais dans notre urbanité, dans le rythme, dans l'instantanéité, dans cette culture qui va si vite, est-ce que c'est possible de trouver des moments de zénitude sans fuir notre vie, sans s'isoler là, pendant 2-3 semaines à rêver de l'Himalaya ou s'en aller dans des retraites? Et le livre porte justement sur cela et c'est plus que possible, c'est souhaitable. Et on n'a pas besoin de beaucoup de temps non plus pour méditer. Non, non, et ça c'est un grand mythe. Ce qui est important dans la méditation, c'est la qualité de notre présence et non la quantité de temps durant laquelle on médite. Et on peut méditer selon la forme qui nous convient. Il y a la méditation formelle où on s'assoit en silence, jambes croisées ou assis sur une chaise, bien entendu.
mais on peut méditer en marchant, on peut méditer en peignant, on peut méditer en donnant le bain aux enfants. Quand on est pleinement présent avec ce que l'on fait, que nos sens sont ouverts, qu'on est là dans l'instant, bien, on est en méditation. Et tu donnes beaucoup de conseils, justement, pour être vraiment à l'écoute de ce qui nous entoure, de Oui. profiter vraiment du moment présent. Puis je voulais que ça soit simple. Puis dans mon livre, je donne des exemples et ce sont des situations véridiques, qu'on soit sur un pont, dans un bouchon de circulation. Je parle aussi de cette histoire de cette femme qui vivait un moment très difficile, maladie grave, son conjoint violent. Elle avait divorcé il y a l'année d'avant. Elle venait d'apprendre que son travail qu'elle avait depuis 25 ans, l'usine était pour fermer ses portes. Et un jour, elle est arrivée au studio de yoga, puis on lui a demandé comment vas-tu? Et elle a répondu, ma vie va mal, mais moi je vais bien. Alors dans mon livre, je partage des moments, des enseignements que j'ai reçus à travers la vie et qui parfois là sont des petites lumières dans le brouillard. Et c'est pour cela là que ce livre-là m'apporte beaucoup de bonheur. Et ça va être un bonheur d'accompagner les gens là-dedans, dans le yoga, dans la méditation? Ah, c'est plus qu'un bonheur, c'est un énorme privilège. C'est un tellement grand privilège de voir. J'ai appris il y a quelque temps à une dame de 76 ans, à l'intérieur de 3 minutes, ça prend pas beaucoup de temps, à respirer correctement. Elle a pleuré, c'était la première fois qu'elle se sentait touchée par son souffle à l'intérieur. Ça a été un grand, grand moment pour elle. Alors, ça, ce sont des moments inoubliables. C'est un très grand privilège. C'est la base, ça, apprendre à respirer convenablement. Oui, mais personne ne nous l'apprend. Et puisque notre corps le fait automatiquement, on assume qu'on respire bien. J'en parle dans le livre de façon très simple de comment travailler avec le souffle et s'en servir dans la journée. Au lieu de manger une barre de chocolat en après-midi, on peut se servir de notre respiration pour se vivifier. Puis en soirée, au lieu de prendre un somnifère, on peut se servir de la respiration pour s'apaiser. Nicole, si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants.